Bonjour à vous tous, mes amis de la page Facebook des Pains spirituels de la liberté. Je voudrais ici, je voudrais brièvement intervenir ce lundi 16 août 2021 sur cette page Facebook Pains spirituels liberté pour vous entretenir pendant quelques minutes de l'actualité géopolitique en Asie du Sud-Est avec l'événement du retrait annoncé de l'armée américaine. J'aimerais tirer de cet événement quelques leçons que je voudrais partager avec vous. L'annonce du retrait de l'armée américaine d'Afghanistan nous amène tout simplement à poser le raisonnement suivant. Si l'armée américaine peut se retirer d'Afghanistan, si l'armée américaine peut se retirer d'Afghanistan, il s'ensuit que l'armée française peut également se retirer d'Afrique. Puisque l'armée américaine est la puissance supérieure, la puissance de référence de la puissance française dans le cadre de l'OTAN, le retrait de l'armée américaine en Afghanistan devrait servir de modèle à toutes les puissances de l'OTAN qui sont positionnées militairement dans des pays étrangers et elles devraient notamment servir de modèle à la puissance française. Donc ma brève conversation de ce matin, mes chers amis côté Facebook, vous êtes déjà 5 personnes connectées, je vous invite à partager cette vidéo s'il vous plaît, afin que ceux de nos amis qui ne me voient pas depuis Facebook sur Facebook depuis un moment puissent bénéficier éventuellement de cette conversation en direct. Partagez sur votre réseau. Je veux expliquer pourquoi le raisonnement suivant. Si l'armée américaine peut se retirer d'Afghanistan, alors l'armée française peut se retirer d'Afrique. Je vais expliquer pourquoi ce raisonnement découle du simple bon sens et pourquoi ce raisonnement devrait inspirer la classe politique française afin de délivrer l'Afrique de sa stratégie destructive mise en place depuis les pseudo-indépendances des années 50-60. Voilà, donc je vous invite à partager cette conversation et je vais avancer sans plus tarder. Depuis plusieurs jours, on nous annonce que l'armée américaine est en train de se retirer d'Afghanistan. Le nouveau président américain Joe Biden a pris clairement la décision de retirer, de confirmer le retrait de l'armée américaine d'Afghanistan, où elle est installée pratiquement depuis 2001, notamment à la suite des attentats du World Trade Center du 11 septembre 2001. Donc, tout le monde assiste au grand cafouillage afghan, tout le monde assiste aux images de panique des émigrés occidentaux à Kaboul, en train de rentrer dans leur pays, en train d'être rapatriés par leurs armées respectives. Mais certains n'ont peut-être pas compris la portée, la signification géopolitique de cet événement. Le retrait de l'armée américaine d'Afghanistan a une portée, a une signification géopolitique. Vous êtes déjà une dizaine de personnes connectées sur cette page. Pain spirituel de la liberté, je vous exhorte à partager sur votre réseau cette conversation. Qu'est-ce qui s'est passé en Afghanistan? Il faut remonter au moins jusqu'à la fin des années 70. En Afghanistan, il y avait un pouvoir, l'Union soviétique. L'Afghanistan était gouverné par un pouvoir idéologiquement communiste, un parti communiste. C'est ce parti qui était au pouvoir en Afghanistan. Dans le cadre de la guerre froide, les États-Unis d'Amérique ont décidé de renverser le pouvoir communiste afghan pour affaiblir leur adversaire et même leur ennemi juré, l'Union des républiques socialistes soviétiques. Qu'ont fait les États-Unis pour faire tomber le régime communiste qui tenait la ville de Kaboul? Les États-Unis ont armé des fanatiques religieux, des islamistes, comme on les a appelés, plus tard les djihadistes,
notamment donc de Al-Qaïda, qui ont été chargés d'attaquer le gouvernement communiste afghan pour le renverser afin de rétablir l'influence américaine dans la région de l'Asie du Sud-Est. Donc, il faut que vous vous souveniez très bien que ceux qui ont armé pour la première fois des fanatiques prétendument musulmans pour renverser le gouvernement afghan, ce sont les États-Unis d'Amérique. Ce sont les États-Unis d'Amérique. Alors, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Il y a eu une longue guerre d'Afghanistan, une guerre terrible, qui s'est soldée, excusez-moi, je vais répondre rapidement à ce coup de fil. Papa, tu peux que tu mets Excusez-moi. Ah oui, papa. Excusez-moi. Ah oui, papa. Ah, je t'aime. Alors donc, il y a eu une guerre extrêmement terrible. Il y a eu une guerre extrêmement terrible qui s'est tissée à partir de là. Et cette guerre, elle s'est traduite par la chute du régime communiste afghan. Et dès lors, vers la fin des années 90, les talibans avaient déjà pris le pouvoir, effectivement, à Kaboul. Les talibans qui ont pris le pouvoir à Kaboul à la fin des années 90, début 2000, ce sont des forces fanatiques qui avaient été financées au départ par les Américains. Il se trouve que ces talibans, une fois qu'ils ont pris le contrôle de Kaboul, se sont retournés contre leur maître. Et l'un d'entre eux, Oussama Ben Laden, qui avait été un employé de la CIA pour attaquer le régime communiste en Afghanistan, Oussama Ben Laden va se retourner contre ses maîtres et il va organiser les attentats terribles du 11 septembre 2001 à New York. À la suite de ce retournement des talibans, des djihadistes afghans contre les États-Unis d'Amérique, a été décidé sous le président George Walker Bush, a été décidé une expédition punitive. À partir de 2001-2002, une expédition punitive américaine contre les talibans, c'est-à-dire les anciens employés des États-Unis en Afghanistan. Une expédition est montée contre eux. Voilà comment l'armée américaine débarque en Afghanistan et commence à combattre ses anciens protégés. Ceux-là même qu'elle avait utilisés pour attaquer le régime communiste afghan. Elle installe donc à Kaboul un gouvernement pro-américain avec Hamid Karzai. C'est ce gouvernement qui a été en continuité. Globalement, c'est ce régime qui a été en continuité jusqu'au dernier président Ghani qui vient de s'enfuir dans un pays voisin. Autrement dit, en Afghanistan, les talibans qui ont été combattus depuis 2001 par les États-Unis d'Amérique sont les anciens partenaires et alliés des États-Unis d'Amérique. Le gouvernement afghan qui a été installé à partir de 2001-2002, grâce à la force américaine, ce gouvernement est lui aussi un partenaire des États-Unis d'Amérique. La guerre et le conflit politique afghan qui s'est déroulé ces derniers temps est un conflit politique entre deux alliés, entre deux partenaires des États-Unis d'Amérique. Est-ce que vous comprenez? C'est important que vous compreniez. En Afghanistan, il n'y a pas deux camps complètement ennemis qui s'affrontent. Ceux qui se sont affrontés ces derniers temps en Afghanistan, ce sont tous les deux des partenaires des États-Unis d'Amérique. C'est-à-dire que les talibans, eux-mêmes, ont été à l'origine financés par les États-Unis d'Amérique pour attaquer le gouvernement communiste et restaurer l'influence américaine. Et le nouveau gouvernement afghan instauré à partir de 2001, lorsque les États-Unis ont envahi l'Afghanistan, c'est encore un gouvernement composé de partenaires des États-Unis. Donc en fait, le conflit qui s'est déroulé là ces derniers jours est un conflit entre deux partenaires des États-Unis. Les talibans, premier partenaire, et le gouvernement un peu pro-américain, un peu moderne, pro-occidental, qui vient de chuter, partenaire des États-Unis. La deuxième observation que je fais sur le conflit afghan,
c'est que, est-ce que vous vous rendez compte de la première puissance qui a reconnu les talibans, avant même que les talibans n'aient pris la ville de Kaboul? Est-ce que vous savez dans quel pays les talibans ont eu droit à une représentation diplomatique? Est-ce que vous savez le pays qui a organisé la communication des talibans? C'est le Qatar. À Doha, au Qatar, les talibans ont bénéficié d'une couverture médiatique totale. Attention, le Qatar, c'est le principal allié, mais de la France. Avec l'Arabie Saoudite, avec les Émirats Arabes Unis. Le Qatar, c'est le principal allié des États-Unis d'Amérique, avec l'Arabie Saoudite, avec les Émirats Arabes Unis et Israël dans le Moyen-Orient. Donc, quels sont ceux qui ont assuré la couverture diplomatique et médiatique de la prise de Kaboul? Lisez les informations africaines. Ce sont les Qataris. Les talibans qui prennent actuellement Kaboul sont reçus à Doha. Toutes les chaînes de télévision qataries leur ont été ouvertes. Ils ont été amplement accompagnés, aidés. Regardez le matériel militaire avec lequel les talibans ont pris Kaboul. C'est un matériel militaire occidental, premier cri. Ce sont des armes françaises, des armes américaines, sont des armes de premier niveau qui leur ont été données à partir du Qatar, qui est un allié des États-Unis d'Amérique, un allié de l'Arabie Saoudite, un allié de la France, un allié du bloc occidental. Donc, j'ai l'impression que nous autres Africains dans ce monde, nous ne faisons pas très attention à ce qui se passe loin de nos frontières, alors même que cela pourrait nous renseigner sur les méthodes qui sont utilisées contre nous. Il n'y a pas en Afghanistan une véritable guerre entre les talibans et le gouvernement afghan. Il y a juste un débat entre des partenaires de la puissance américaine. Et la puissance américaine a décidé d'arbitrer en faveur des talibans. Les talibans se sont adoucis, ils se sont arrondis, ils ont recommencé à ressembler aux premiers talibans qui avaient été montés par les États-Unis contre le gouvernement communiste. Et comme ils sont les plus aguerris, les États-Unis ont décidé de leur confier l'Afghanistan sous la surveillance américaine. Donc en fait, il n'y a pas de guerre entre les talibans et le gouvernement afghan. Non, il y a là juste un arrangement, un nouveau rééquilibrage des rapports de force entre les alliés des Américains. Et il faut que les Africains le comprennent. Mais enfin, les États-Unis se retirent quand même de l'Afghanistan. Et ça, c'est le troisième point important. Le fait que les États-Unis se retirent de l'Afghanistan indique quand même que une puissance occidentale, la plus grande puissance occidentale, reconnaît qu'elle ne peut pas imposer en permanence par sa propre force, loin de ses frontières, ses quatre volontés. Les États-Unis prennent acte de l'échec de leur politique impériale en Afghanistan. On ne peut pas constamment mettre des militaires américains en guerre contre les Afghans pour imposer la vision américaine du Moyen-Orient ou de l'Extrême-Orient ou de l'Asie du Sud-Est. Donc, cette troisième leçon nous permet maintenant de conclure ce premier point et de revenir en Afrique. L'Afrique francophone notamment est occupée par l'armée française. Malgré les indépendances qui ont été proclamées dans les années 50 et 60, jusqu'à même 70, l'Afrique francophone continue d'être militairement encerclée par les armées françaises. Les camps militaires français les plus importants d'Afrique sont au Gabon, le camp des forces françaises, à Djibouti, vous voyez, le Gabon, c'est l'Afrique centrale, Djibouti, Afrique de l'Est, à Dakar au Sénégal, Afrique de l'Ouest, et à Abidjan en Côte d'Ivoire. Si vous tracez des lignes géométriques entre le camp de Libreville, les camps de Djibouti, vous tracez les camps jusqu'au camp de Dakar, vous tracez jusqu'au camp de Côte d'Ivoire, quand vous fermez, vous vous rendez compte que l'Afrique est quadrillée par l'armée française, l'Afrique francophone. Et si maintenant vous vous intéressez au camp intermédiaire de l'armée française, c'est-à-dire en Centrafrique, c'est-à-dire au Tchad, c'est-à-dire au Niger, c'est-à-dire au Mali, au Burkina Faso, vous vous rendez compte que l'Afrique francophone est militairement encerclée par les armées françaises. Et il faut que les jeunes Africains, les jeunes Africaines,
il faut que les intellectuels africaines et africains, les leaders de la société civile africaine et africaine, prennent conscience de la situation d'encerclement militaire des peuples d'Afrique francophone par l'armée française. Et il faut que les jeunes Françaises, les jeunes Français, il faut que la classe politique française prenne conscience du fait que l'armée française encercle les Africains francophones depuis la fin des pseudo-indépendances. C'est un encerclement militaire. Prenez la carte. Prenez la carte des troupes françaises en Afrique et vous verrez que l'Afrique francophone est militairement encerclée. C'est-à-dire que la France pratique en Afrique francophone exactement la politique que les États-Unis ont pratiquée en Afghanistan depuis 2001. La France, elle, pratique cette politique en Afrique francophone depuis les années 60. Tant qu'il n'y a pas une prise de conscience concrète du fait que c'est parce que les Africains francophones sont encerclés par les armées françaises que les dictatures qui tiennent les Africains francophones en otage sont soutenues justement par ces armées françaises. Et c'est précisément pour cela que la démocratie est une denrée rare en Afrique francophone. Parce que les pouvoirs issus du néocolonialisme français sont protégés militairement, mais dans la proximité immédiate. À Libreville, la principale force militaire, c'est l'armée française. En Afrique centrale, la principale force militaire, c'est l'armée française. Donc les dictateurs d'Afrique centrale qui sont soumis à l'ordre néocolonial français savent qu'ils peuvent être protégés à tout moment et qu'ils peuvent être épaulés à tout moment contre leur peuple par les armées françaises. Si les armées françaises se retirent, les dictateurs seront obligés de renoncer à martyriser leur peuple parce qu'ils n'auront plus une solution de repli, ils n'auront plus la couverture géopolitique et géostratégique de la puissance française. Donc le départ des armées françaises d'Afrique est une nécessité pour que l'état de droit et la démocratie s'implantent. Parce que tant que les dictateurs africains auront le sentiment d'être couverts militairement par cet encerclement français, ils continueront de martyriser les peuples. Qui d'entre vous ne peut pas témoigner du fait que dans tous les pays d'Afrique francophone, lorsque les peuples sont matés par les armées dictatoriales, l'armée française est en background? Est-ce qu'il n'y a même pas une foison d'exemples dans lesquels, dans une crise démocratique entre un gouvernement dictatorial et sa propre population, l'armée française passe en première ligne et combat la population? Moi, j'ai vécu cela en 1992 dans mon pays natal, le Cameroun. Nous avons été pourchassés dans les rues du Cameroun par des hélicoptères de l'armée française. Les Ivoiriens l'ont vécu en direct. Les Centrafricains l'ont vécu en direct. Les Tchadiens l'ont vécu en direct. Les Gabonais l'ont vécu en direct. Les Congolais ont vécu cela en direct. Il n'y a pas un seul pays, les Togolais l'ont vécu en direct, il n'y a pas un seul pays d'Afrique francophone où l'armée française n'ait volé ouvertement au secours de la dictature. Donc il y en a qui veulent séparer la question de la démocratisation de l'Afrique centrale, de l'Afrique francophone, Afrique centrale, Afrique de l'Ouest, Afrique du Nord. On veut la séparer du problème du retrait des troupes néocolonialistes françaises. Et je vous explique ce matin, une fois de plus, qu'il y a un lien intime entre la naissance de l'état de droit, la démocratie en Afrique, entre guillemets francophone, et le retrait des troupes françaises. Il y a un lien entre la naissance de l'état de droit et la démocratie en Afrique francophone et la fin du franc CFA. Il y a un lien entre la naissance de l'état de droit et la démocratie en Afrique francophone et l'émergence de langues officielles africaines, partout où il y a eu des langues officielles d'origine néocoloniale. L'Afrique doit parler africain. La monnaie africaine doit être africaine. Les armées qui veillent à la sécurité des Africains doivent être prioritairement africaines. C'est à ces conditions-là que nous aurons en Afrique des États de droit et des démocraties authentiques. Donc je conclus mon propos en disant, si la puissance américaine, qui est la plus importante puissance du monde occidental, a compris qu'il lui fallait quand même se retirer d'Afghanistan, même si elle laisse ses sous-fifres en place, si elle a compris qu'il fallait qu'elle lève ses camps militaires d'Afghanistan, la puissance française, qui est de moindre importance par rapport aux États-Unis d'Amérique, devrait le comprendre. Il n'y a aucun espoir d'un monde équilibré, d'un monde stable, d'un monde avantageux pour tout le monde, en appliquant le principe de l'occupation militaire forcée des pays du Sud par les armées occidentales.
Voilà pourquoi je dis, si l'armée américaine peut se retirer d'Afghanistan, alors l'armée française peut et doit se retirer d'Afrique. Mes chers amis, telle est la conversation à chaud que je voulais avoir avec vous. Je voulais rappeler aux uns aux autres de ne pas se laisser tromper par le cinéma qu'on voit en Afghanistan. C'est un arrangement, c'est une passation de service entre la puissance américaine et ses deux pions principaux. D'un côté les talibans et de l'autre côté les Afghans occidentalisés. Maintenant, les Afghans occidentalisés sont priés de plier bagages. Les talibans, qui sont les serviteurs de la première heure de la puissance américaine, ont de nouveau été chargés d'assurer l'intérim. Mais ce qui est important, c'est que les Américains se retirent. Ce qui prouve que les Français, l'armée française, j'entends, la monnaie française, le franc CFA, les dictateurs francophones peuvent se retirer. Voyez-vous, l'histoire n'est pas irréversible. Africaines, Africains, faisons notre histoire. Mais surtout, faisons-la en regardant la réalité. En Afrique francophone, nous sommes militairement encerclés. Tant que nous n'aurons pas obtenu la levée de l'encerclement militaire de l'Afrique francophone par l'armée française, nous ne pourrons pas enlever aux dictateurs d'Afrique francophone leur base arrière géostratégique, leur base arrière, leur couverture, leur parapluie, leur immunité criminelle envers nos peuples. Donc nous devons mener en même temps la lutte pour le départ des armées françaises d'Afrique, la lutte pour la fin de la monnaie coloniale française d'Afrique et la lutte contre les dictateurs africains. Ne séparons pas ces trois luttes. C'est la même lutte, car les trois cadrans que je viens d'évoquer sont logiquement liés. Je vous souhaite une excellente semaine. Et merci aux 25 personnes qui étaient connectées ici de faire au moins 25 à 27 partages de cette conversation. À vous, mes amis, sur les réseaux sociaux Facebook. Je rappelle que ma page principale, Franklin Nyamsi-Wa Cameroun, eh bien, a écopé d'une suspension de 30 jours qui s'achève vers le 1er septembre 2021 parce que j'avais lancé un appel, une alerte pour Isabelle Merci Mpouma, une compatriote camerounaise qui agonisait dans le désert. Là où j'ai voulu poser un acte humanitaire, l'administration Facebook a jugé que j'avais enfreint les règles de la communauté en donnant tous les éléments permettant éventuellement de sauver Isabelle Merci Mpouma qui est morte. J'ai donc écopé malgré toutes mes plaintes sur ma page Franklin Nyamsi-Wa Cameroun, qui est ma page principale, où vous êtes 130 à 140 000 à me suivre. J'ai écopé de 30 jours de suspension pour avoir lancé un SOS humanitaire pour une Africaine qui agonisait. Il y a une deuxième page, c'est une page secondaire, ne vous laissez pas tromper. Elle s'appelle Franklin Nyamsi-Wa Cameroun officiel. Elle a été piratée. Elle a été piratée par des individus qui y publient des images de type pornographique. Oui, c'est bien. Qui y publient des images de type pornographique. J'ai écrit à l'administration Facebook plusieurs fois pour leur demander d'enlever les administrateurs hackers qui ont arraché le contrôle de cette page secondaire et qui s'appelle Nawab Ali et qui s'appelle Sponsor Advertising. De les enlever et de me remettre l'administration de cette seconde page. Jusqu'à ce jour, et depuis le 8 juillet, l'administration de Facebook ne fait rien. Elle laisse faire. Ce qui me laisse penser qu'il y a des complicités pour me persécuter. Je suis la cible d'une organisation qui, sans doute, est soutenue par certains États malveillants et qui veulent absolument m'empêcher de m'exprimer sur les réseaux Facebook. Ça, j'ai bien compris. Parce que un tel laxisme de la part de Facebook, alors que j'ai écrit, j'ai signalé le piratage de ma page secondaire Franklin Nyamsi-Wa Cameroun officiel. Un tel laxisme en même temps qu'une sévérité alors que je pose des actes humanitaires. Quand j'ai appelé à aider Isabelle Merci Mpouma, ce n'était pas dans un intérêt personnel quelconque. C'était vraiment pour lui donner une chance en utilisant mon réseau social d'être secouru. On ne peut quand même pas interdire maintenant sur le réseau social de lancer des alertes, de lancer des appels au secours. À ce moment-là, à quoi sert le réseau social? Enfin, je tiens à vous en informer pour que vous compreniez pourquoi vous ne me voyez pas sur Facebook. Et je tiens aussi à vous rappeler que j'ai appelé tous mes amis sur les réseaux sociaux à s'abonner massivement à ma page YouTube Franklin Nyamsi-Wa Cameroun. YouTube Franklin Nyamsi-Wa Cameroun est la page sur laquelle se déroule la quasi-totalité et en exclusivité de mes actes de communication.
Franklin Nyamsi, Wa Cameroun, sur YouTube. Abonnez-vous-y, rejoignez les près de 120 000 d'entre vous qui nous ont déjà fait confiance et vous pourrez être assuré de ne rater aucune distribution des pains spirituels de la liberté. Je vous remercie de partager cette vidéo le plus amplement possible sur Facebook afin que ceux qui se posent des questions sur mon absence sur Facebook comprennent. Je serai à peu près optimalement de retour à partir du 1er au 2 septembre 2021, côté réseau social Facebook, en attendant les prochaines répressions, les prochaines persécutions. Car sur Facebook, je ne sais jamais de quoi mes lendemains seront faits, puisque les satrapies reptiliennes ont réussi à infiltrer l'administration de ce réseau social pour me persécuter. Je vous souhaite une bonne semaine, mes amis, en ce lundi 16 août 2021. Et merci à tous ceux d'entre vous qui vont partager cette intervention. Bonne semaine à tous. Merci.